d'enfants t'ont suivi pendant ta mission? Est-ce que tu peux nous dire, si tu parlais à ces enfants, quelle est la chose que tu retiens le plus sur tes expériences scientifiques? Je pense que c'est la diversité, c'est la variété de ce qu'on fait à bord de la station spatiale. Parce que tous les jours le travail est différent. On peut travailler sur des expériences de physiologie, de médecine, et le lendemain de physique. Mais je pense que c'est important, c'est qu'on ait toutes ces cordes à nos arcs et qu'on soit aidé par les équipes au sol. Mais moi, ce que j'en retiens vraiment, c'est plus de 200 expériences sur une période de 6 mois. Donc c'est une mission extrêmement riche scientifiquement, mais avec beaucoup de résultats. Une autre question, quel a été le plus dur d'un point de vue physique là-haut? La plupart du temps, dans la station spatiale, c'est pas tellement difficile physiquement. On flotte, en fait, c'est même plutôt facile. C'est plus facile d'évoluer en apesanteur que sur Terre, du moins moi je trouve. Physiquement, ce qui est le plus difficile, c'est les sorties extravéhiculaires. Clairement, c'est d'aller se mettre en scaphandre. Le scaphandre qui est un peu une espèce d'armure qui résiste au mouvement, hein, qui nous protège, mais en faisant ça, elle aussi elle limite notre mobilité. Et donc on se bat pendant 6 heures, 6-7 heures contre cette espèce d'armure que vous voyez là-bas sur la photo. Et donc on en ressort assez fatigué, surtout du haut du corps, et ça, on met quelques jours à s'en remettre. Question de la salle ici. Merci. Lisa Adev, journaliste pour BFM TV. À peine rentrée, on s'intéresse forcément aux résultats de ces explorations spatiales et au futur de l'exploration spatiale. Il semblerait que votre prochain objectif soit la Lune. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que oui, enfin, c'est l'objectif de l'agence en fait. Aujourd'hui, toutes les agences sont d'accord et mine de rien, ça arrive pas si souvent que ça. Quand même qu'internationalement, partout dans le monde, on est à peu près le même plan, les mêmes objectifs et les mêmes étapes. Et donc vraiment, l'idée, c'est de retourner vers la Lune, mais de manière plus, comme l'a dit Dave, de manière plus durable, en utilisant les ressources in situ pour y établir une présence un peu plus permanente et pour des buts scientifiques en coopération, comme on le fait sur l'ISS. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ce qui est déjà pas mal quand même, ça va nous prendre un peu de temps. Une fois qu'on aura fait ça, on ira ensuite faire la même chose sur Mars. Ça, c'est vraiment la roadmap, la feuille de route de l'exploration. Et puis nous, les astronautes européens, c'est pas spécifiquement moi, mais c'est tous ceux qui sont ici dans ce centre et qui travaillent au nom de l'ESA, auront leur vocation, ont la vocation de jouer leur rôle dans cette exploration-là, que ce soit pour aller mettre le pied sur la Lune. Alors ça, évidemment, c'est le rêve de tout le monde. Est-ce que tout le monde pourra y aller? Est-ce que tout le monde pourra y aller en même temps? Sans doute pas, mais ça, on verra. Mais même si on n'y va pas en présentiel, on va dire de toute façon jouer un rôle dans cette exploration-là, à mon avis, ça va être un peu l'expérience palpitante des années qui viennent. Il semble que pendant ton retour, tout le monde évidemment était réveillé en plein milieu de la nuit ici en Europe pour regarder la capsule par infrarouge, on voyait le petit point qui se rapprochait. Mais on parle après du splashdown, c'est un moment où tu arrivais à 25 km/h sur la surface du golfe. Beaucoup s'inquiètent en fait du choc que tu reçois au moment de l'impact et souhaitent que tu compares Soyuz avec Crew Dragon. Oui, alors la rentrée atmosphérique, le principe est le même, hein. Globalement, ça freine très très dur. C'est un peu ça qu'on ressent. C'est ça les G, enfin cette accélération de la pesanteur qui est ressentie. Où on ressent 4 G et demi, c'est à peu près 4 fois et demi notre poids pendant quelques minutes quand même. C'est pas le meilleur moment de la mission, on va dire, surtout physiquement. Mais ensuite, descendre sous parachute, donc c'est très dynamique en fait, ça secoue beaucoup. Quand les parachutes s'ouvrent, il faut imaginer, on passe quand même de 28 000 km/h à une descente à 8 mètres secondes sous parachute, 8 mètres secondes. Cette salle, elle fait à peu près quoi? Oui, c'est à peu près ça, peut-être un peu moins, donc on descend à peu près ça par seconde. Et tout ça, ça se passe assez dynamiquement, donc il y a beaucoup de secousses, il y a beaucoup de chocs, ça tangue pas mal. Que ce soit en Soyuz ou en Crew Dragon, ça c'est à peu près la même chose. Moi j'ai eu l'impression, mais c'est très subjectif, que ça freinait un peu plus fort en Crew Dragon, je sais pas. J'ai pas les chiffres encore, mais il faudra regarder un peu en détail. Ensuite, pour ce qui est de l'atterrissage sur le Soyuz, il est assez violent parce qu'il se fait sur le sol, donc en dur, hein, sur la terre ferme, avec des rétrofusées, mais qui ralentissent quand même pas énormément. Moi je trouve qu'on tape assez fort. Et très souvent, en fait, on va ensuite rouler, la capsule se met à rouler. Parce que suffit qu'il y ait un petit peu de vent, qu'on mène le parachute de travers et la capsule à l'impact va rouler. Donc ça fait vraiment un petit peu accident de voiture, un crash sur l'autoroute et quelques tonneaux, c'est un peu la sensation. Pour le Crew Dragon, c'est un peu plus doux en fait. On a eu la chance nous d'amérir sur une mer d'huile en fait. Il y avait quasiment pas de vagues. Alors moi j'ai pas vu les images, mais c'est ce qu'on nous a dit. Et l'amérissage était en fait assez soft. Hein. On va taper doucement. Ensuite les parachutes s'affaissent, se sont largués, les bateaux étaient là tout de suite. Donc globalement, c'était assez soft.
Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'après 6 mois en apesanteur, on n'est quand même pas en énorme forme physique, on n'a pas un système d'équilibre qui marche très très bien. Ça se voit d'ailleurs à nos têtes, hein, quand on sort de la capsule, on a quand même physiquement et on est un peu éprouvé. Mais globalement, on va dire que ça s'est plutôt bien passé et que l'atterrissage, l'amérissage était plutôt doux. T'inquiète pas, on t'a accueilli ici sur l'aéroport militaire de Cologne. Tu avais l'air vraiment en forme. En plus, tu as pendant plus de 20 minutes répondu à plein de questions. J'ai encore pratiquement 2 pages de questions, mais on va peut-être aller rapidement. Guillaume Pantier du Petit Journal qui te demande, une fois arrivé à l'Enviade, quel était le petit plaisir que tu t'es octroyé en rentrant sur Terre? Le petit plaisir, je pense que le premier plaisir, c'est la douche, en fait, c'est de prendre une douche. Alors, ce qui a l'air simple, en fait, pour vous qui en prenez tous les jours, enfin, j'espère, mais qui est un peu plus compliqué pour moi parce qu'en arrivant, évidemment, tout ce qui est mouvement de la tête, en fait, ça rend un peu malade. On a des accélérations parasites, ça nous donne un peu des vertiges, donc on essaie de rester assez stable. Et évidemment, des choses vraiment simples pour s'asseoir sur une chaise, se tourner, se baisser pour enlever ses chaussures. Ça, typiquement, c'est le genre de truc qui rend malade. Donc on essaie de faire ça doucement, tranquillement. Aussi les petits espaces confinés. Je ne sais pas s'il y en a certains qui font du bateau, mais quand on fait beaucoup de bateaux et qu'ensuite on rentre au port et qu'on se met dans des toilettes ou dans une douche, on a un peu ce sentiment de vertige et de perdre l'équilibre. Donc ça, c'est un peu la même chose. Donc très doucement, très précautionneusement, et puis assis sur un tabouret, évidemment, parce qu'au début, on n'est pas tellement en forme pour se tenir debout. Mais ça a été un peu la douche. Et alors ça, c'est vraiment l'expérience marrante, mais mes collègues me l'avaient dit, mais quand on joue dans la station, enfin quand on a affaire avec de l'eau et des liquides dans la station spatiale, évidemment tout part dans tous les sens, les gouttelettes se vont dans tous les sens parce que à cause évidemment des absences de l'effet du poids. Et alors quand on prend la douche, d'avoir ces gouttes et cette eau qui coule dans le même sens où toutes les gouttelettes sont parfaitement parallèles, on a une espèce d'impression surnaturelle, on a l'impression qu'on est dans Matrix parce que vraiment c'est pas un truc auquel on s'attend du tout. Voilà, donc une très longue réponse, mais tout ça pour dire que le premier petit plaisir, c'était la douche chaude, d'avoir la sensation de l'eau qui coule, etc. C'était ça que j'ai fait en premier. Ouais. Une question de Simon Rosé ici de RFI. Il était là d'ailleurs pour ton arrivée, mais il a dû rentrer. Donc je vais la lire, c'est plus simple. Thomas a abordé à quelques reprises la question du temps long à bord de la station, du mal du pays. Alors comment est-ce que tu fais pour gérer ça au quotidien? Est-ce que ce serait un problème pour les missions longue durée, plus lointaines du genre Mars en plus, le programme scientifique quotidien durant le voyage peut être un petit peu moins intense qu'à bord de la station. Et puis il y a une dernière question que je rajoute puisqu'on y est. Est-ce que Thomas, tu as laissé Columbus en bon état pour Mathias? Oui, alors on va commencer par la fin. Oui, alors j'ai veillé. Alors c'est dommage, on avait prévu de se rencontrer. Enfin, on avait prévu, c'était pas notre plan à nous, mais on avait prévu de se rencontrer à bord de la station avec Mathias. Et finalement, les réalités, les contraintes opérationnelles font que ça n'a pas été possible. On fait pas toujours ce qu'on veut dans l'espace, mais j'ai quand même veillé à tout laisser en ordre. Je l'ai briefé d'ailleurs, je l'ai appelé au téléphone. On s'est beaucoup parlé pour ce passage de relais finalement qui se fait en virtuel comme beaucoup de choses aujourd'hui. La preuve encore avec cette conférence. Beaucoup de gens sont connectés de loin, donc on a essayé de faire ça de manière virtualisée en fait, on va dire, mais quand même assez en profondeur. J'ai pas eu de nouvelles depuis qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il vient juste d'arriver pendant la nuit. On a les premières images, donc tant mieux pour lui. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de ne pas avoir été là pour l'accueillir, mais c'est comme ça. Et quant au temps long, sur la question sur le temps long et sur les activités à bord, oui, effectivement, la station spatiale, si on n'a vraiment rien à faire de la journée, c'est un peu une prison avec une très belle vue quand même, hein, et avec quelques petits trucs marrants comme flotter. Mais globalement, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire, comme dans un sous-marin, comme dans une base polaire, ou tous ces endroits un peu extrêmes qui sont comparables au final. Ce qui nous sauve, enfin, ce qui nous sauve. Il y a une sélection déjà, je pense, des profils psychologiques des gens qu'on envoie. Évidemment, il faut pouvoir résister à ça. C'est pas surhumain, mais on va dire qu'il y a des gens qui sont quand même plus disposés que d'autres. Et surtout, je pense que ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est l'activité, c'est le travail. En fait, tous les jours, on a énormément de travail, de 7h30 du matin à 20h le soir.
Et souvent, on s'en rajoute aussi. Moi, je m'en suis beaucoup rajouté, notamment pour les réseaux sociaux. Donc, on est occupé en permanence et le temps passe très, très vite. Ce qui nous sauve aussi, je pense, c'est le contact avec les proches. On a la chance de pouvoir appeler quasiment n'importe quel numéro sur Terre avec un téléphone sur IP ou une fois par semaine avoir une vidéoconférence avec la famille. Et ça, évidemment, ça fait énormément pour le moral, pour la sensation d'être connecté à la Terre et ce genre de choses qui sont importantes. Pour des missions plus lointaines vers Mars, vers la Lune, vers Mars, au-delà, donc il y aura encore plus d'isolation et peut-être, comme le disait Simon, peut-être moins de programmes scientifiques, parce que pendant un voyage sur Mars, on aura des activités scientifiques, mais la science, elle nous attend vraiment à destination. Elle se fait pas vraiment pendant le voyage. Donc, il y aura peut-être un peu moins d'activités. Mais on a des études, je pense notamment aux études d'isolation comme Mars 500, des choses qu'on fait à l'Agence spatiale européenne, en coopération avec d'autres agences, qui nous permettent d'anticiper un petit peu les problèmes psychologiques ou les solutions qu'on pourrait y apporter. Je pense que la clé, comme je l'ai dit, c'est vraiment que les gens soient occupés en permanence. Quand on est occupé en permanence, on n'a pas trop le temps de penser aux choses qui pourraient nous abîmer un peu le moral, on va dire. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé des questions concernant ta santé et surtout ce qui allait se passer avec les fameux prélèvements médicaux, notamment David Fossé de Ciel et Espace. Il te demande combien de temps vont durer ces prélèvements post-mission. Et puis, alors il a une question subsidiaire, c'était sur le niveau de radiation autorisé. Est-ce que tu es inquiet sur ce type de radiation sur des missions spatiales longue durée qui pourraient compromettre éventuellement des voyages plus lointains? Je pense que, encore une fois, en commençant à répondre par la fin, je pense que justement ce qu'on fait à bord de l'ISS, c'est de la recherche pour la Terre. Enfin, c'est d'avoir des résultats scientifiques qu'on peut appliquer en médecine, en sciences des matériaux ou des choses comme ça. C'est vraiment un laboratoire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est préparer la suite de l'exploration. C'est-à-dire, on regarde notamment ces questions-là de l'humain dans l'espace sur le temps long, pour des missions d'encore plus longue durée que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS. Et c'est comment contrer les effets négatifs de l'environnement spatial sur l'être humain. Donc on a notamment des études sur les radiations pour voir quelle est vraiment la dose reçue, comment on peut la contrer, comment on peut blinder le véhicule sans trop l'alourdir, quelles sont les solutions. Il y en a, une des solutions, c'est l'eau. L'eau, c'est une très bonne protection contre les radiations. Donc si on arrive quelque part à avoir un design où les réserves d'eau servent à la fois de mur de vaisseau spatial, on a gagné. Évidemment, c'est pas si facile que ça. L'eau en apesanteur, on en a parlé, ça se comporte pas tellement comme sur Terre. C'est pas forcément toujours facile à contrôler. Mais en tout cas, la chose qui est certaine, c'est qu'on y travaille. Après, il y a aussi une question d'acceptance du risque. Est-ce que comment on quantifie le risque des radiations? C'est par 1% de chance, un pourcentage estimé de chance, d'augmentation en gros, d'avoir des pathologies de type cancer. Donc, si on accepte 3%, on peut se dire qu'une mission vers Mars passe pas. Si on accepte 5%, tout de suite elle passe. Après, moi, si vous me posez la question, est-ce qu'à 3% tu y vas et à 5% tu y vas pas? Évidemment que non, à 5%, 3% c'est la même chose. Donc il y a cette question-là qui va se poser aussi à un moment. Et du coup, j'ai fait une très longue réponse, je me rappelle plus du début de ta question. La durée des prélèvements médicaux. Ah oui, tout à fait, ouais. Et là, on est parti pour 2 semaines intenses à la descente de l'avion. Ensuite, j'ai une semaine. Alors, je devais avoir une semaine de break, mais comme on est rentré un petit peu plus tard, finalement, ça commence déjà plus à ressembler à une semaine. C'est plutôt un jour ou 2 ou 3 jours, mais enfin, ça, on verra. Pour me reposer un peu, pour retrouver mes proches et puis régler aussi un peu les affaires de ma vie normale. Je sais pas, faire mon contrôle technique ou des choses très matérielles, mais auxquelles finalement j'échappe pas vraiment non plus. Ensuite, encore une semaine de retour ici, beaucoup pour des débriefings, 2 semaines à la NASA. Donc jusqu'à Noël, en gros, on va dire, c'est quasiment à temps plein. Et ensuite, ça va diminuer doucement, mais ça s'arrête pas brutalement en fait. On a coutume de dire qu'une mission de 6 mois, on met 6 mois à s'en remettre à peu près. Donc là, j'ai déjà en 48 heures, j'ai l'impression d'avoir récupéré 80-90% de ce que j'avais avant la mission. Mais pour vraiment aller jusqu'à 100%, il va falloir 6 mois en fait. Donc les activités vont continuer, mais pour l'instant, c'est à 100%, c'est même à 200% de mon temps. Et puis, au final, ça va prendre de moins en moins de temps. Et je pense que dans 6 mois après l'atterrissage, en gros, à peu près, cette phase elle sera terminée. Après, il y a aussi des études de long terme sur la santé qui vont demander des prélèvements retour plus 6 mois, retour plus 1 an, retour plus 18 mois. Donc ça, ce sera ponctuel, mais ça va continuer encore pendant très longtemps.
Ce serait marrant que le retard d'une semaine soit compté sur tes vacances. Je te souhaite quand même une semaine de congé bientôt. J'ai une question de Boris Allier, France Info ici. Je vais la lire. Les programmes pour développer l'Internet par satellite se multiplient avec toujours plus de satellites en orbite. Alors certains scientifiques évidemment s'inquiètent pour l'observation astronomique notamment, mais est-ce que tu as constaté depuis l'ISS cette multiplication du nombre de satellites en orbite? Donc, tu regardais beaucoup la Terre, tu regardais aussi beaucoup les aurores boréales, tu regardais les satellites qui tournaient autour de la Terre? Alors écoute, c'est difficile de voir, depuis la station spatiale, c'est difficile de voir directement des objets qui sont en orbite parce que les vitesses relatives sont très très grandes en fait. Il faut imaginer, c'est vraiment comme deux balles de fusil qui se croisent, qui sont chacune tirées à des centaines de kilomètres de distance. Donc pour vraiment arriver depuis une balle de fusil à percevoir l'autre, c'est quand même un peu compliqué. Après, par contre, ce que j'ai vu vraiment, et ça s'est vu sur des timelapse, je prenais beaucoup de photos en timelapse. En fait, on laisse un appareil photo tourner, qui prend 1600 photos depuis un hublot. Ensuite, ces photos, on les joue comme une vidéo, un peu en accéléré. Ça, je l'ai fait pas mal de fois parce que c'est assez facile à faire. Et sur ces timelapse, quand ils sont de nuit, on voit beaucoup de petits traits qui passent. Alors, je l'avais pas remarqué pendant ma première. Alors, les petits traits, évidemment, c'est des objets qui sont dans le ciel, la plupart du temps, qui sont artificiels. Et qui sont éclairés par le soleil ou qui ont leur propre lumière. Et je ne l'avais pas vraiment remarqué pendant ma première mission, mais après, bon, évidemment, il faut des conclusions scientifiques. Tu sais, moi j'ai mon avis, c'est comme sur les photos de la Terre, moi j'ai mon avis qui est au final assez humain, qui est peut-être un peu biaisé, et puis surtout qui est ponctuel, qui est un point de données. Il faut, pour conclure scientifiquement, il en faut des centaines, des milliers, de manière répétitive, de manière cohérente. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les programmes de satellites, d'observation de la Terre ou autres. Heureusement, à l'agence, on a les deux. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que la vision est correcte. Pierre Sellerier de l'AFP qui demande quel est l'enseignement que tu as tiré de ton expérience de commandant de bord de la station. Par exemple, en faisant allusion à deux événements. Le premier, c'est quand il y a eu une brève perte d'altitude de la station et le tournage du film. Oui, ben deux événements très précis. En fait, ce qui au final, très bonne question, parce que ça regroupe vraiment, je pense, les deux aspects du boulot de commandant de la station. Quand tout se passe bien, en fait, dans la journée normale, quand on travaille de manière nominale, ben, en fait, on est juste là pour mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est un peu capitaine de l'équipe de foot, donc ben, on essaie de donner l'exemple par le boulot qu'on fournit, etc. Mais tout le monde est professionnel dans la station spatiale. C'est pas comme s'il fallait faire la police non plus. C'est pas le CE2, on s'en doute. Mais c'est vraiment ce côté un peu veiller à ce que tout se passe bien. Et là, typiquement, le tournage de films russes, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi en détail, on a un équipage russe qui était composé d'un cosmonaute professionnel et d'une actrice et un réalisateur. Ils sont restés 10 jours à bord de la station pour tourner des scènes d'un film qui se passera dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu dans notre monde où tout le monde est très entraîné. On met 10 ans d'entraînement avant d'aller dans la station spatiale. Les gens sont extrêmement motivés, etc. Eux, ils ont eu même pas une petite année d'entraînement. Puis ce n'est pas des professionnels en fait. Donc on ne savait pas tellement à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait gêner notre travail? Évidemment, ce n'était pas l'idée. Est-ce qu'il allait falloir aménager un peu des susceptibilités ou des objectifs divergents, on va dire? Au final, ça s'est très bien passé parce que ça avait été pas mal encadré au sol. Et puis, on a été très, très clair en arrivant. On a toujours un briefing pour les nouveaux arrivants qui était de ma responsabilité. Et on essayait de se mettre d'accord gentiment, mais assez fermement sur les règles et ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et puis, il se trouve qu'ils ont été très, très bien et que ça est très pro et que ça s'est extrêmement bien passé. L'autre exemple et le revers de la médaille, enfin pas le revers de la médaille, mais l'autre aspect du rôle de commandant de bord, c'est justement dans les situations d'urgence. Alors là, c'est un peu un style de leadership un peu plus autoritaire parce que c'est comme dans un avion ou sur un navire. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait la décision. Parce qu'évidemment, il faut réagir vite. L'appareil est en danger, la mission est en danger, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, clairement, c'est le commandant de bord qui dit on va faire ça ou plutôt que ça. Et ça, on a eu presque la chance, j'ai envie de dire, que ça nous arrive parce que c'est aussi une expérience qui est enrichissante. On a perdu le contrôle d'orientation de la station. Il a fallu répondre de manière rapide ce à quoi on s'entraîne, mais évidemment le faire en vrai avec la station qui tourne dans le ciel, c'est pas la même limonade, on va dire. Mais encore une fois, ça s'est bien passé parce qu'on est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol, ce qui est quand même idéal dans ces cas-là parce qu'on peut faire les choses en concertation avec eux. Et puis au final, on a
On a réparti les rôles. Enfin, c'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que tout se fasse en bonne intelligence. Et puis, on a récupéré l'orientation assez rapidement. Donc, c'est bien. J'ai eu l'expérience complète et j'ai beaucoup appris, on va dire. Et justement, Maxime Inguet de Ouest France demande quels sont les domaines dans lesquels tu as l'impression d'avoir progressé le plus. Là, ton patron, Joseph Aschbacher, tu disais tout à l'heure, il a fait des progrès. C'est devenu un de nos plus qualifiés d'un point de vue technique, scientifique, social, etc. Toi, tu le sens comment ton progrès lors de ce deuxième vol? Je pense que techniquement, alors j'ai envie de dire, c'est pas très modeste, mais je pense que dès la première mission, on est quand même au point avec 10 ans d'entraînement. On connaît quand même extrêmement bien les choses. À la limite, la deuxième fois, peut-être, on se repose un peu plus sur l'expérience et on lit un peu moins les manuels, tu sais, alors que la première fois, on connaît vraiment les manuels par cœur. Donc, il y a quand même beaucoup d'expertise technique. Peut-être deux différences la deuxième fois. Je pense sur les sorties extravéhiculaires, j'ai eu la chance d'en faire 4 pendant cette mission-là. Et notamment en tant que, enfin ce qu'on appelle EV1, donc le leader des 2 qui sortent, pendant 3 de ces sorties-là. Et donc ça m'a donné vraiment l'expérience de manager un peu une sortie extravéhiculaire depuis le début, non pas seulement comme simple exécutant, mais quelque chose d'un peu plus impliqué en tant que leader quelque part. Donc ça me donne une expérience dans ce cadre-là qui est quand même assez riche et que j'espère pouvoir ensuite contribuer dans les différents projets de l'Agence spatiale ou de la NASA. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, comme on en parlait à l'instant, c'est vraiment le côté leadership, le côté avec ce qui est venu avec ce rôle de commande bord et aussi ce rôle de leader en sortie extravéhiculaire, qui est que, voilà, c'est mine de rien, c'est presque la même activité, mais quand on en a la responsabilité, quand on est là pour la faire marcher et pas juste pour suivre la procédure, appuyer sur le bouton au moment où on a besoin de le faire, c'est pas tout à fait la même perspective et ça demande beaucoup plus de boulot périphérique, on va dire. Donc voilà, ce côté sur le leadership, je pense que ça a été vraiment différent de la première mission. Où j'étais le plus jeune, enfin j'étais encore le plus jeune dans la deuxième, mais j'avais pas les rôles qui correspondaient, on va dire, à cet âge. Et puis les sorties extravéhiculaires où maintenant je suis le plus expérimenté en dehors des Russes et des Américains, donc ça me donne quand même une nouvelle corde à mon arc. En tout cas, tu as ton patron des explorations juste à côté de toi. Il y a une question ici de David Fossé de C'est l'espace, qui est un petit peu Voilà pour l'essentiel de cette conférence de presse de l'astronaute français Thomas Pesquet, qui